dans son dossier. Un format d'une heure pour cette présentation qui va se faire en deux étapes, en trois étapes. Je vais rappeler rapidement la démarche qu'avait initiée l'UNEA en 2011 sur l'accompagnement des démarches de GPEC, la mise en œuvre des démarches de GPEC au sein des entreprises adaptées. Eva et Xavier auront la possibilité de présenter après derrière les fonctionnalités globales que permettent l'outil FormAdapt qui a été développé dans le cadre d'une démarche UNEA et vous feront une démonstration de ce qui est rendu possible dernièrement, notamment un zoom particulier sur tout ce qui permet de suivre et de tracer en termes d'accompagnement socio-professionnel. Nous aurons une séquence de questions-réponses à l'issue de la présentation. Donc, tout ce que vous aurez interrogations ou demandes de précision, vous pouvez les partager dans le chat. On remontera les questions, mais ce qu'on vous propose, c'est de le faire à la fin de la présentation afin de ne pas saccader et de pouvoir respecter le timing que l'on s'est donné. Xavier, Eva, je vous laisse juste vous présenter rapidement avant de démarrer la séquence. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Xavier Demangeon, je suis un des fondateurs de la Scope CoSavoir. J'interviens aussi en tant que formateur et consultant sur le domaine de la GPEC. Et voilà, nous avons déployé à peu près 200 structures, 200 EA sur cette démarche de GPEC. Donc, un certain nombre d'entre vous nous connaissent déjà. Je te laisse la parole, Eva. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je suis Eva Lupé, je suis salariée associée au sein de la Scope CoSavoir. Et j'ai en particularité les casquettes d'accompagnement de la mise en place de la démarche de GPEC auprès des entreprises, ainsi qu'une casquette de formatrice et de suivi technique d'e-FormAdapt. Voilà. Merci. Donc, juste vous refaire rapidement un peu l'histoire de la démarche que l'on a engagée et qui date de 2011 dans le cadre du premier pacte pour l'emploi qui avait été signé avec le gouvernement à l'époque, donc sur la période 2012-2014. On avait initié, et ce avec le soutien d'un partenaire économique important qui était la Société Générale, qui avait vraiment soutenu une démarche de professionnalisation au sein des entreprises adaptées et qui avait pour volonté d'aider les entreprises adaptées à structurer leur démarche RH, à les outiller derrière pour piloter leur démarche RH et tracer toutes les actions qu'elles pouvaient mener. Ce qu'on s'était aperçu, c'était qu'il y avait pas mal de choses qui pouvaient être faites dans les entreprises adaptées, mais parfois les structures n'étaient pas du tout outillées pour pouvoir mener et pour pouvoir tracer toutes les actions qu'elles réalisaient. Et donc, elles se trouvaient parfois en difficulté dans le cadre des échanges qu'elles pouvaient avoir, notamment avec le financeur État, avec les directs à l'époque et les DRETS aujourd'hui, des difficultés à pouvoir justifier de toutes les actions qu'elles pouvaient mener. Donc cette démarche a été initiée en 2011. On a développé des éléments de manière collective, puisque dans le cadre de la démarche de l'UNEA, nous avions créé un observatoire des métiers et des compétences au sein des entreprises adaptées. Et nous avions notamment zoomé sur quelques filières métiers pour créer des éléments partagés en termes de fiches de fonction, en termes d'actions qui pouvaient être embarquées et partagées à l'ensemble des entreprises adaptées. De cette démarche-là, initiée en 2012, donc, qui a été développée derrière e-FormAdapt et qui a aujourd'hui fortement évolué dans ses fonctionnalités
Et je vais passer la parole à Eva pour pouvoir nous présenter aujourd'hui le spectre des fonctionnalités que peut apporter l'outil, la manière dont il est structuré et ce que la démarche collective que l'UNEA avait réalisée a pu permettre d'embarquer. Comme Xavier l'a dit tout à l'heure, on a à peu près 200 entreprises adaptées qui utilisent et qui ont mis en œuvre la démarche de GPEC et qui utilisent eFormAdapt et qui couvre à peu près 17 000 collaborateurs au sein des entreprises adaptées. Donc, sans plus attendre, Eva, je te passe la parole et je projette le support. Pas de souci. Alors, je vais juste, voilà, on va projeter la partie effectivement présentation des fonctionnalités techniques va se faire un petit peu en deux parties. Il va y avoir une partie qui va être projetée par Sébastien que vous devez voir là à l'écran, où je vais plutôt récapituler de manière très succincte voilà, le spectre général de l'outil, voilà, avec ce premier slide. Et ensuite, je me connecterai à l'application pour zoomer sur les dernières fonctionnalités, notamment celles qui concernent le suivi socio-pro et les données préconsolidées autour du rapport CEPOM. Pour refaire un petit historique du spectre des fonctionnalités au niveau d'eFormAdapt, au démarrage de la démarche collective est présente depuis le démarrage de cette démarche collective avec l'UNEA, sont présentes quatre grands socles de fonctionnalités historiques présentes depuis le début et qui ont été enrichis et développés au cours des dernières années. On va avoir effectivement la gestion des données salariées, du coup, qui vont pouvoir nous permettre, voilà, de travailler la fiche salariée et des données autour de certaines données RH. On va avoir un deuxième axe de développement et de fonctionnalité qui va être autour du référentiel de fiches de fonction, avec la particularité du travail qu'on appelle nous en sur-mesure, puisque le référentiel des fiches de fonction est construit et co-construit avec les EA avec lesquels on déploie, puisque nous avons effectivement dans le cadre de la démarche la partie accompagnement et formation aux fonctionnalités de GPEC. Donc, on va avoir une co-construction sur mesure de votre référentiel métier lors des déploiements, sur la base également d'un thésaurus de fiches de fonction de la part de CoSavoir et de l'UNEA, disponible, consultable et disponible à l'ensemble de nos EA utilisatrices. Aujourd'hui, on a un peu plus de 200 fiches de fonction couvertes sur un spectre de secteurs d'activité variés de par les expériences de déploiement qu'on a pu connaître. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Le troisième grand axe, ça va être la partie module formation, pouvoir suivre les besoins, les souhaits de formation, la traçabilité du plan de développement des compétences, le fameux qui a fait quoi et quand, pour travailler les parcours de formation des collaborateurs. Et derrière aussi, toute la notion d'enrichissement au niveau des coûts pédagogiques, coûts salariaux associés. Donc là, dans une logique aussi de travail prévisionnel d'ingénierie de formation. Et la quatrième grande fonctionnalité historique, c'est la possibilité de conduire les entretiens, donc au sens large, entretien annuel d'évaluation, entretien professionnel et entretien professionnel bilan à 6 ans, comme l'exige la réforme de 2014 et la loi de 2018. Voici pour les quatre grands socles de fonctionnalités, avec d'autres fonctionnalités historiques, la possibilité de gérer vos réglementations ou autres. Je te laisse, Sébastien, aller sur le slide suivant. Les trois grands acteurs du coup qui sont concernés par l'outil. Alors du coup, pardon, je vois plus le. Voilà. Les trois grands acteurs qui sont concernés par l'activité de l'outil eFormAdapt vont être le service RH et l'équipe de direction, je dirais, avec la possibilité d'être plutôt dans une logique de pilotage
pilotage des parcours et pilotage de l'EA sur des statistiques, sur le suivi du plan de formation, les avancements des entretiens, l'administration de l'outil, maintenant le suivi socio-professionnel, la consolidation du rapport CEPOM, le manager de proximité, qui est pour nous un acteur essentiel de la démarche de GPEC, l'animateur presque phare de cette démarche, qui va être en charge du suivi des compétences des collaborateurs, avec à sa disposition la matrice des compétences et l'évaluation tout au long de l'année, la réalisation des entretiens, la mise en place et le suivi des objectifs, voilà, et la remontée des demandes de formation. Et le troisième grand acteur, et non des moindres, c'est le collaborateur, puisque la logique mise en place avec l'UNEA initialement était de rendre voilà, le collaborateur acteur de son projet professionnel, donc avait la possibilité pour lui de consulter son parcours, d'émettre et de travailler autour de son projet professionnel, de construire son CV, de l'alimenter, de consulter les demandes de formation, de préparer ses entretiens et même de consulter voilà, les référentiels métiers, les fiches de fonction. Voilà, donc ça, c'est le socle des 3 grands acteurs qui vont œuvrer à une démarche de GPEC au sein des EA. Je te laisse du coup, avancer un petit peu sur le troisième. Là, je vous fais un petit zoom du coup et j'y reviendrai sur quand je prendrai la main sur la démonstration live. En gros, effectivement, le salarié va être acteur de son projet professionnel avec une visibilité sur le CV. Il va construire son CV sur des socles et des thématiques, à savoir les compétences au sein de l'EA et les compétences qu'il s'est auto-évaluées, c'est-à-dire les compétences qu'il va déclarer et les expériences qu'il va déclarer en plus sur des expériences professionnelles passées. Ou des compétences que nous, on va appeler des compétences cachées, des compétences de la vie personnelle, mais qui sont exportables dans le domaine professionnel. Toutes les stages et les mises à disposition qu'on va alimenter et que lui va également alimenter, les formations suivies, les permis, les réglementations, etc. On peut du coup, il va pouvoir télécharger à tout moment un PDF un CV, voilà, mis en page et complet. Il faut que vous sachiez que tout ce qu'on administre dans la base de données en tant qu'administrateur RH, par exemple, va nourrir son CV. C'est-à-dire qu'un collaborateur va pouvoir à tout moment avoir un CV à jour de son parcours professionnel au sein de l'EA. Et on va également avoir ce qu'on appelle, nous, le parcours de compétences, c'est-à-dire que on va pouvoir suivre du coup les compétences, la cartographie de compétences d'un collaborateur avec ce distinguo, quel est le niveau qu'il a à un instant T avec le niveau actuel par rapport au niveau du précédent entretien l'année dernière et par rapport à ce qu'on attend, le niveau requis, ce qu'on attend sur la fonction, donc en gros vers le niveau vers lequel on veut la mener. Voilà, donc ça permet de travailler en sur-mesure avec un collaborateur sur son parcours au niveau des compétences d'une fiche de fonction et d'un CV, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour les éléments du coup un petit peu en complément pour le collaborateur. Je vais te laisser aller sur le dernier item. Là, je vous le montre, mais j'y reviendrai sur la démo live pour vous montrer le côté un petit peu dynamique de cette logique. C'est qu'au niveau des présentations générales des fonctionnalités, c'est qu'on va avoir la possibilité de suivre la cartographie de compétences d'une équipe avec du coup une liste de compétences données liées à une fonction au sein de la structure avec notre méthodologie des différents niveaux qui se base sur la norme AFNOR sur laquelle on s'est inspiré, la 50-183, management par les compétences. Ouais. Et on va avoir, alors peut-être qu'il y a des gens qui effectivement qui ne m'entendent pas, je ne sais pas s'il y a un problème technique. Moi, je t'entends très très bien. Tu m'entends très bien. Par contre, si vous pouviez couper le micro, les micros pour les questions-réponses tout à l'heure, si vous pouviez couper vos micros pour éviter les interférences, ce serait parfait. Je vous remercie.
Et du coup, voilà, ces 4 niveaux sont notion, application, maîtrise, expertise, qui nous amènent du coup à une progression en termes d'acquis sur le côté technique d'une compétence et en termes d'autonomie de compétence. Voilà. Donc, on a une progression entre notions, voilà, je n'ai pas encore d'acquis technique et d'autonomie, jusqu'à expert, où j'ai non seulement un fort acquis technique et une forte autonomie, avec la capacité de transmettre le savoir-faire. Voici le cheminement, du coup progressif. Et avec aussi la possibilité de toujours travailler au niveau d'un parcours d'un collaborateur, avec cette particularité d'avoir un historique des compétences sur la base de ce que j'aurais travaillé dans la matrice d'équipe. Chaque mois, une photo du niveau est faite et on va avoir du coup la possibilité de savoir à quel moment un collaborateur a progressé tout au long d'une année sur l'ensemble de la cartographie des compétences de la ou des fonctions sur lesquelles il est au sein de l'EA, ce qui permet du coup un accompagnement sur mesure aussi pour chaque collaborateur au sein de la structure. Voici un petit peu pour voilà, les présentations générales, voilà, de manière très spectre très large. Et maintenant, je vais du coup partager mon écran et je vais faire confirmer à Sébastien et Xavier du coup que l'écran est bien correctement partagé. C'est bon, c'est bon. Ok, super. On va avoir du coup, donc voici la page d'accueil. Moi, je vais essentiellement voilà, regarder la partie administration RH qui est celle qui fournit le plus de fonctionnalités et l'accès à plus de fonctionnalités. L'ergonomie se veut très simple d'utilisation, très épurée, dans la logique, vous voyez, des 3 acteurs qu'on est et une équipe de direction RH et des managers de proximité et des collaborateurs qui puissent naviguer de manière ludique et simple dans l'application. Donc, l'application se veut très simple d'utilisation et très intuitive de ce côté-là. Je vais du coup faire un zoom sur une des nouvelles données qui sont disponibles pour vous et très intéressantes dans la logique notamment de travail autour des dialogues de gestion et de remontée d'informations que vous devez tracer en tant qu'EA. Sur une fiche salariée, vous avez des informations RH classiques, hein, voilà, titre du poste, le TP, des contrats, des choses que vous pouvez du coup que vous avez déjà sur un SIRH, avec la particularité aussi depuis quelque temps avec l'application de créer des interfaces entre votre SIRH et eFormAdapt, ce qui vous permet voilà, de travailler de manière plus efficace sur la création d'une fiche salariée, qu'elle soit directement, les données communes avec un SIRH et eFormAdapt seront directement du coup mis à jour. Ça, c'est des choses qui sont possibles maintenant techniquement. Et avec des données qui vont être très intéressantes pour vous à suivre au niveau des données RH en tant qu'EA, à savoir le niveau de qualification actuel, voilà, entre le niveau de qualification à l'embauche et actuel. Ça, c'est des choses qui vous sont sur lesquelles vous travaillez souvent avec vos DRETS. Sur des départs et des entrées-sorties, puisque vous avez ça à travailler au niveau de l'axe 4, entrée-sortie sur le CEPOM, vous avez, voilà, est-ce que le départ est suite à une mise à dispo et quelles sont les raisons du départ? Là, vous voyez que dans le travail commun qui a été fait avec et dans la démarche collective avec l'UNEA, on a voilà, recensé tous les cas de sorties positives avec les catégories emploi, formation, transition. Et vous avez également, du coup, les sorties qu'on a appelées, nous, non comptabilisées, qui sont voilà, les fins de contrat plus classiques et qui ne sont comptabilisées comme du sortie non positive. Pardon. Vous avez aussi toute la traçabilité. Sur ce point-là, juste si tu le permets, Dis-moi. et là, en effet, on a travaillé sur le référentiel de sortie qui avait été produit dans le cadre de la dernière réforme de 2018, qui n'a jamais été officiellement encore publié par l'État et par les services des DRETS, mais qui est celui qui est repris également dans l'outil EA2, dans lequel vous faites vos déclarations mensuelles. Voilà. La possibilité de suivre aussi l'origine de la candidature.
Est-ce que c'est un recrutement direct ou indirect? Ça aussi, c'est des données pour vous qui sont intéressantes de centraliser sur un seul suivi. Et des infos que vous pouvez noter aussi de contact au niveau des SPE avec lesquels vous travaillez, et des informations spécifiques au secteur adapté, notamment est-ce que votre collaborateur est bénéficiaire de l'aide au poste et quelles sont les situations avant l'embauche que vous avez à votre disposition pour ce collaborateur. Voilà un petit peu aujourd'hui les données qui vous permettent d'avoir un travail de remontée efficace aussi en termes de données RH que vous devez suivre en tant qu'EA. La nouveauté, c'est que vous avez la possibilité aussi, là, depuis décembre 2021, la possibilité de faire le suivi socio-professionnel. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est issue d'un travail collaboratif entre l'UNEA, des EA pilotes, du coup, EcoSavoir, sur un groupe de travail national, avec un suivi socio-professionnel en 3 volets. L'objectif étant de pouvoir permettre aux entreprises de tracer des entretiens de suivi, c'est-à-dire des rendez-vous formels, distance ou en présentiel avec les collaborateurs, sur un formalisme qui n'était pas clairement, sans formalisme clairement défini. Donc, vous avez un intitulé que vous définissez et voyez, vous allez avoir des échanges que vous allez pouvoir recenser, voilà, formaliser avec le collaborateur, des thématiques qui vous permettent de définir plus précisément à l'intérieur d'un suivi social ou d'un suivi professionnel, si c'est par exemple des suivis sociaux, est-ce que c'est plutôt sur une thématique famille, santé ou autre? Voilà, ça vous permet de zoomer un petit peu sur et préciser la typologie d'accompagnement, de télécharger des documents, ça, il n'y a aucun souci. Voyez, moi là, on était sur un aménagement de poste. Donc, c'est une thématique projet professionnel relevant du suivi de l'accompagnement pro, avec un contenu voilà, sur visite avec la médecine du travail, etc. Donc voilà, après libre, il y a une certaine liberté après de mise en page voilà, pour les EA. Là, c'est la possibilité de tracer ces éléments-là. Tout entretien de suivi est acté dans le temps passé, puisqu'aujourd'hui, la particularité du suivi socio-professionnel via iFormAdapt, c'est que vous allez pouvoir tracer le nombre de bénéficiaires accompagnés, à hauteur de combien d'heures relevant de l'accompagnement professionnel et combien d'heures relevant de l'accompagnement social. Et vous allez aussi pouvoir distinguer du coup qu'est-ce qui relève de l'accompagnement en lien avec le collaborateur en rendez-vous, de aussi pouvoir valoriser tout le temps travaillé hors présence avec le collaborateur. Je dois, voilà, j'ai des rendez-vous, des réunions avec App Emploi pour organiser un atelier CV, par exemple. Je suis au téléphone avec des institutions pour un suivi administratif d'un dossier. Je ne suis pas en temps d'accompagnement avec le collaborateur, mais pour le collaborateur. Et ce temps-là, je suis aussi en mesure de le valoriser via les actions de suivi. Et le troisième axe, c'est que vous allez pouvoir aussi travailler les périodes d'immersion, c'est-à-dire plutôt les périodes de stage. Voilà, donc là, on va avoir ces temps-là qui sont travaillés. Tout ceci va se recenser au global dans les actions de suivi socio-pro ici. Vous voyez ici, j'ai toutes les dates et tout l'accompagnement et social et pro. Je peux faire des filtres et zoomer sur que les CDD tremplins, voilà, que sur une typologie d'accompagnement particulier. Je peux faire un export Excel qui va me sortir l'ensemble des données qui ont été intégrées avec le contenu des accompagnements. Voilà, j'ai les interlocuteurs et les responsables de l'action. Et voyez, chaque fois qu'il y a une nouvelle donnée qui est marquée, si le CIP me note une donnée, si un manager recense quelque chose, ou si voilà, dès qu'il y a une information qui est tracée, j'ai une notification qui apparaît. Donc ça, c'est très, très intéressant. Alors ça, c'est la dernière nouveauté de mars pour ceux qui travaillent déjà avec nous et qui sont présents aujourd'hui. C'est une nouveauté qui est sortie sur la dernière version d'avril, excusez-moi, début avril. Voilà, donc pour cette possibilité-là. Et il faut savoir que du coup, tout ce que je vais tracer ici, tout ce que je vais administrer au fil de l'eau, va se retrouver dans une version préconsolidée au niveau du rapport CPOM. Là aussi, la deuxième fonctionnalité qui avait été travaillée
est mise en place durant le fameux groupe de travail avec les EA pilotes, l'UNEA et EcoSavoir sur la fin d'année 2021 du coup. À ce jour, vous avez la possibilité de sortir des données par année. Vous avez la possibilité de sortir des données par établissement si vous travaillez sur une instance unique avec des établissements avec plusieurs sirettes. Voilà. Vous avez la possibilité de sortir vos exports Excel, de régénérer à chaque fois pour mettre à jour les résultats. Et nous travaillons du coup sur, vous avez à votre disposition l'axe 2 de l'accompagnement socio-pro, l'axe 3 de la formation, l'axe 4 des perspectives objectifs de sortie pour le A-Socle en hors expérimentation. Et si dans eFormAdapt, vous avez activé l'expérimentation CDD tremplin, vous avez également le distinguo et les axes qui sortent aussi avec les données spécifiquement de l'expérimentation CDD tremplin. Qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, ce qu'on va retrouver, ça va être, là, ça va vous rappeler des souvenirs plus ou moins positifs pour ceux qui aiment travailler le rapport CEPOM. Les objectifs opérationnels de ces différents axes. Là, c'est ce que vous retrouvez dans les données que vous travaillez avec la DRETS. Le résultat, ça va être l'ensemble des données qui vont être administrées, qui vont vous aider du coup à travailler en dialogue de gestion par rapport aux objectifs opérationnels que vous aviez déterminés. Et par contre, le point fort de cet écran-là, ça va être le gros travail qui a été fourni du coup par l'UNEA et les entreprises pilotes sur la signification de chaque item. Et donc là, nous ce qu'on a traduit ici, c'est et les explications de chaque item et leur signification dans les données recensées sur eFormAdapt. C'est-à-dire que, par exemple, sur la partie formation, vous allez à chaque fois savoir le nombre d'heures correspond à quoi. Voilà. Donc, vous avez les perspectives de sortie aussi. Vous voyez, avec les explications, vont être comptabilisés le nombre de salariés avec une date de fin de contrat dans l'année et une raison du départ correspondant à tous les items suivants. Voilà. Donc, à chaque fois, vous avez ici les arguments qui vous permettent de venir valider les chiffres. Voilà un petit peu ce qui se met en place maintenant. Là, c'est le nombre d'heures qu'on aura administré dans le suivi socio-pro. La mise à jour se fait à minuit chaque jour. Si vous avez mis des choses à un instant T le matin et que vous avez un rendez-vous l'après-midi, vous pouvez forcer la mise à jour sans attendre la mise à jour journalière. Voilà. Et vous pouvez aller à votre rendez-vous avec un export Excel. Là, je vous fais découvrir quelque chose que vous connaissez par cœur puisque c'est exactement la même mise en page que vous devez connaître au format Excel. Voilà, avec l'année de référence, les infos de socle et après, pareil, voilà les onglets, chaque onglet représentant les axes que vous avez vus sur l'application. Voilà pour cette partie-là qui était très attendue. Et qui est souvent un des axes forts que vous souhaitez travailler au niveau de vos structures. Voici pour cette partie-là. Et il me reste encore un petit peu de temps, donc je vais zoomer sur un gros point fort de la partie du coup suivi des compétences et GPEC. Notre matrice des compétences. La matrice des compétences, il faut savoir qu'elle est consultable par les administrateurs RH et les managers de proximité. Elle va être surtout alimentée et mise à jour et travaillée par les encadrants de proximité qui vont observer le collaborateur du coup tout au long de l'année sur leur montée en compétences et leur progression. On a ici, en tant qu'admin RH, vous pouvez consulter du coup la cartographie des compétences. Et aussi la modifier si vous avez activé cette possibilité-là. Les filtres vont vous permettre de zoomer sur les choses sur lesquelles vous souhaitez plus ou moins avoir de réponses. Là, par exemple, moi, je veux connaître du coup les compétences. Je veux zoomer autour de la fonction chauffeur-livreur. Vous voyez, donc ici, je vais avoir l'ensemble de mes collaborateurs qui sont sur la fonction chauffeur-livreur. Mais je pourrais aussi doubler ou
enrichir du coup ma recherche avec d'autres éléments de réponse sur lesquels je voudrais zoomer, un contrat en particulier ou autre. Et je vais du coup avoir toutes les compétences de la fiche de fonction de chauffeur-livreur. Voilà. Au niveau des compétences, si je veux connaître le descriptif, je n'ai qu'à cliquer et je vais avoir ici voilà, le descriptif précis de la compétence savoir organiser la tournée de livraison. Vous voyez, comme on le rappelait dans l'introduction, on est dans le cadre d'une co-construction d'un référentiel de fiches de fonction, mais on est sur une construction très, très opérationnelle des compétences, avec du coup une description de compétences qui doit parler principalement à 2 interlocuteurs, l'encadrant de proximité et le collaborateur, puisque ce sont les 2 acteurs du travail autour des compétences au sein des structures. Donc, si le référentiel de compétences ne leur parle pas, n'est pas opérationnel, l'évaluation et le travail de progression ne pourra pas se faire en respect avec le terrain, du coup. Donc, les fiches de fonction, tout simplement, elles transpirent le terrain, comme on dit, puisque quand on les décrit, on les lit, on dit OK, c'est vraiment ce qui se passe chez nous pour un chauffeur-livreur en termes de descriptif métier et en termes de compétences à avoir. Voilà. Et du coup, on va pouvoir cartographier ces compétences avec toujours, vous voyez, nos niveaux de compétences. Le code couleur, lui, va pouvoir décrire l'écart entre le niveau de mon collaborateur et le niveau attendu sur la fiche de fonction, ce qui nous permet du coup de travailler les parcours au niveau de potentiels écarts et quels vont être du coup les axes de travail avec chacun des collaborateurs en termes de formation externe, d'accompagnement tutoré, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir à tout moment, voilà, vous voyez, un encadrant va pouvoir dire, sur la partie connaître les procédures de chargement, j'ai Alice qui a été formée, imaginons, voilà, donc elle a progressé, je vais pouvoir directement, vous voyez, valider et la montée en compétences, apposer un commentaire, enregistrer ma donnée, et vous allez voir, vous voyez que la donnée se met automatiquement à jour et va automatiquement à jour se mettre à jour dans son suivi par mois de montée en compétences. L'avantage aussi de cette matrice-là, c'est que chaque niveau que je vais travailler et évaluer tout au long de l'année, eh bien, c'est le niveau qui va venir se mettre en préévaluation au moment de l'entretien annuel d'évaluation. C'est-à-dire que là, c'est un fort outil de travail pour les encadrants de proximité puisque ça va être un outil que je vais pouvoir utiliser tout au long de l'année et en plus de ça, qui va me permettre une évaluation à la fin de l'année, du coup, quelque chose de préévalué à jour au moment où je prépare les entretiens annuels d'évaluation, puisque c'est la principale crainte souvent des encadrants de proximité de se dire, voilà, mince, je dois refaire une récap de l'année écoulée, voilà, par collaborateur. Si j'ai une énorme équipe, il faut que je me fasse tout le film de l'année, alors que là, je peux travailler de manière beaucoup plus sereine puisque j'ai pratiquement préparé l'évaluation et les commentaires pratiquement tout au long de l'année. Voilà, ça permet ce travail de manière plus sereine et puis c'est surtout que ça va me permettre moi aussi en tant qu'encadrant et même après en tant qu'équipe de direction de pouvoir connaître une cartographie aujourd'hui des points forts, des compétences où on va être du coup peut-être en déséquilibre et quelles vont être du coup les actions et les plans d'action à mettre en place pour améliorer tout ça dans une logique de prospective et d'anticipation. Voilà un petit peu pour cette matrice-là. Et j'aimerais terminer du coup en 2-3 minutes une dernière fonctionnalité qui nous vient du plan de développement des compétences et de la partie suivi des compétences. Donc, vous avez la possibilité d'intégrer votre catalogue, le catalogue avec des organismes de formation externes avec lesquels vous travaillez. Vous allez pouvoir tracer les sessions de formation. Donc là, c'est le plan de développement des compétences qui apparaît. Une formation avec une date donnée, des participants donnés. Donc, c'est mon PDC ferme. Et également la possibilité de récupérer l'ensemble des demandes de formation issues des entretiens annuels, les besoins, et également issus des entretiens professionnels, les souhaits de formation. Vous allez pouvoir centraliser ceci une fois que de manière complètement sur un seul écran, toutes les demandes vont être
recensés, vous allez pouvoir faire un export Excel pour faire vos arbitrages pour la construction prévisionnelle. Et là, effectivement, vous allez également pouvoir maintenant travailler non seulement les données propres à l'organisation de la formation, mais vous allez également pouvoir travailler est-ce que mon collaborateur suit cette formation dans une logique obligatoire ou non, ce qui va vous permettre de valider les indicateurs à 6 ans, c'est-à-dire l'indicateur numéro 2. Et vous allez également pouvoir associer et personnaliser le suivi si vous le souhaitez. Y associer le coût salarial, le coût salaire chargé, les frais annexes, les montants financés et la ventilation de financement si vous souhaitez aller à ce niveau de détail. Et vous allez même pouvoir avoir une description détaillée des coûts. La partie coût pédagogique, avec une typologie par apprenant, le coût par session et le coût total. Un détail des frais annexes, apprenant formateur, un détail des coûts de financement et le calcul total. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'intérieur maintenant de l'application, on va pouvoir sortir et tracer ces éléments autour du PDC. Voilà, c'est la particularité. Et je crois que j'ai pratiquement été bonne dans le timing de Zoom sur ces nouvelles fonctionnalités pour arriver sur la partie questions-réponses. Je crois que c'est plutôt pas mal. Oui, on est pas mal du tout dans le timing. Je vais vous remonter les questions, les différentes questions qui ont pu être posées. Une question qui est posée, c'est est-ce que les descriptifs métiers, donc les fiches de fonction, ont pu être s'appuient en tout cas sur les codes ROM. Tu peux peut-être montrer que dans la fiche de fonction, on peut rattacher un code ROM en particulier. Exactement. On peut ici rattacher un code ROM et faire référence à un code ROM. Mais aujourd'hui, elles ne sont pas construites sur le même fonctionnement que le code ROM. Si Xavier veut peut-être ajouter, il souhaite ajouter quelque chose à mes propos, n'hésite pas, Xavier. Oh, c'est gentil. Oui. En général, le code ROM est extrêmement, il est extrêmement exhaustif. Il est extrêmement long. Il y a beaucoup de choses. On confond activité et compétences. Et donc, il n'est pas tellement opérationnel en réalité. Donc, en fait, initialement dans la démarche, on a retravaillé ces fiches de fonction pour avoir quelque chose dans le best-of, quelque chose qui reste opérationnel. Toute la démarche et toute une démarche JPEC, pour que ça fonctionne, il faut que ça reste opérationnel. Donc, il faut limiter le nombre de compétences. Il faut faire des synthèses un petit peu. Tout ça parce que on est concentré sur la personne, le manager terrain, et ça va lui prendre un certain nombre de temps de travailler ça. Si vous voulez que ça réussisse, il faut que le temps que le manager terrain ne soit pas exhaustif, pas démesuré. Donc, si vous avez 150 compétences, ça ne marchera pas. Il y a des limites. Nous, on conseille entre une quinzaine de compétences par fiche de fonction maximum. Voilà pour la. Oui. Et je compléterai là-dessus que les fiches de fonction qui ont été travaillées, et en tout cas avec le vécu de ce qui se passe dans une entreprise adaptée, on n'est jamais forcément en correspondance totale avec ce qu'une fiche de fonction code ROM peut embarquer. Et donc l'avantage de l'outil, c'est qu'il permet aussi d'adapter les blocs de compétences et les compétences visées, les niveaux visés en fonction de ce qu'il se passe et de la fiche de fonction réelle de chaque collaborateur au sein de la structure. Exactement. On a une question de Patricia qui demande si les compétences, pour les fiches de compétences, peut-on personnaliser les niveaux? Alors, pour les niveaux, non, puisqu'on est sur la base d'une construction de cette méthodologie des fiches de fonction sur la base de notre norme AFNOR. Par expérience, sur les pratiques que peuvent avoir les EA au moment où ils commencent à travailler leur démarche, on peut avoir on fait des rapprochements quand même entre les pratiques des entreprises qui vont avoir souvent un système d'évaluation avec des numéros et souvent qui ont peut-être un ou deux niveaux complémentaires. On va pouvoir faire des rapprochements méthodologiques pour traduire
pour traduire à notre formalisme à nous, mais aujourd'hui, le formalisme tel que vous le voyez est le seul disponible dans l'application et dans la méthodologie. Dans cette logique de démarche collective, d'ailleurs, voilà, qui a été… Ouais, donc, Après, c'est l'intitulé du niveau qui est pas forcément modifiable. Après, le niveau s'applique et on peut modifier le niveau d'évaluation de la personne à tout moment, comme tu as pu le montrer. complètement. oui, Complètement, oui. ainsi que les niveaux requis. Oui. C'est-à-dire que voilà, le niveau pour chaque compétence requis, c'est-à-dire que dans une fiche de fonction, c'est le niveau attendu, peut évoluer pour la même compétence suivant deux fiches de fonction différentes. Vous pouvez avoir un technicien de base qui, avec, on va demander un niveau application, et puis un expert, on va lui demander un niveau maîtrise, voire un niveau expert. Et je terminerai même avec le fait que les structures et pour le coup les encadrants ont même la possibilité de modifier le niveau requis pour un collaborateur à l'intérieur d'un entretien, pour pouvoir du coup soit modifier à la hausse ou à la baisse un niveau requis pour X raisons du coup en lien plus particulièrement avec le parcours de la personne en situation de handicap. C'est-à-dire on va vraiment être à l'intérieur même d'un entretien dans une logique de personnalisation d'évaluation, vraiment. Et j'ai une question dans la partie formation. Peut-on inscrire une formation réalisée ne découlant pas d'un entretien? La traçabilité de la formation, est-ce qu'elle découle forcément de ce que je comprends de la question, est-ce qu'elle découle forcément d'une expression au cours d'un entretien, ou on peut inscrire une formation au fil de l'eau qui serait réalisée à tout moment par un collaborateur? Complètement. Les encadrants et les administrateurs RH ont la possibilité de tracer des demandes. Vous voyez, moi, je peux, là, en tant qu'admin RH, créer une demande de formation tout au long de l'année sur la base du catalogue existant ou aujourd'hui une demande de formation qui n'est pas couverte par mon catalogue. Les encadrants de proximité ont également cette possibilité. Et après, si je veux isoler ces demandes tout au long de l'année, je vais filtrer, vous voyez, sur l'origine manager ou RH, ce qui va seulement voilà, me donner les demandes issues de ces deux publics-là tout au long de l'année. Et faire la même chose pour la partie entretien si je ne veux zoomer que sur la partie entretien. Voilà, c'est possible. Je remonte, hein, je ne les prends pas forcément dans l'ordre. Vas-y. Qui bouge en permanence. Bonjour, est-il possible d'avoir un accès à l'outil via smartphone dans l'idée où l'encadrant de proximité pourrait compléter directement les éléments sur le terrain? Alors, moi, je l'ai ici. Alors, on ne va pas avoir au sens propre une application, mais on va enregistrer un raccourci page Internet, ce qui vous fait la même chose qu'une application sur votre smartphone, qui va vous amener directement, alors pour ceux qui voient du coup mon smartphone sur ma caméra, qui va vous amener directement du coup à la page de connexion de l'application, et avec vos codes et vos identifiants, vous allez pouvoir vous connecter de manière, je vais le faire. Ah ben non, ils m'ont changé le mot de passe, mais ça va vous amener du coup à la même page de connexion que vous voyez là. L'application est web, enfin, l'application InformAdapt est web responsive, c'est-à-dire que le travail autour des boutons, de la visibilité d'écran va se mettre automatiquement en page en fonction de la taille de votre support. Donc, il n'y a pas besoin de zoomer ou après derrière de travailler comme sur des pages Internet où c'est pas pas très confortable au niveau des écrans. Tout ça va s'adapter voilà, en fonction du support sur lequel vous travaillez. Donc, smartphone, PC, tablette, support Android ou format Apple également. C'est supportable par les deux types. Et tu peux peut-être préciser aussi que vous aviez activé la fonctionnalité pour pouvoir dicter les entretiens, ou pendant l'entretien, si une personne n'est pas forcément à l'aise sur la rédaction du compte-rendu de l'entretien, cette fonctionnalité-là avait été activée. Exactement. C'est-à-dire que voilà, vous avez tous, maintenant, on a tous sur nos smartphones, dès qu'on veut écrire un SMS, la fonction vocale, ce fameux bouton vocal.
Et donc, les commentaires, les champs commentaires dans l'application répondent en fait à cette possibilité d'utilisation de ces fonctionnalités smartphone ou tablette. Ce qui veut dire que voilà, je n'ai pas besoin non plus de saisir. Si je suis par exemple un encadrant de proximité, chef d'équipe espace vert, et que je suis sur un chantier et que j'ai une tablette et que je veux saisir un élément, je vais pouvoir du coup le dicter et l'enregistrer automatiquement. Aucun problème de ce côté-là. Ok. Xavier est un expert de cette fonctionnalité. Il le teste toujours en formation. Ok, on nous posait la question aussi de savoir si l'outil pouvait être utilisé par une entreprise non adaptée. Alors, oui, mais du coup, ce n'est pas sur la version e-format DAPT où on va avoir les fonctionnalités là, de CPOM propres à une EA. Il va y avoir du coup une autre marque du coup, mais qui répond aussi à la GPEC, du coup, qui s'appelle du coup l'ANEA. Mais c'est sur la même méthode de GPEC pour une entreprise non adaptée du secteur classique, TPE-PME. On nous pose aussi la question sur la volumétrie horaire que ça peut représenter pour un manager de renseigner eFormAdapt et de faire vivre les informations dans eFormAdapt. Au niveau de la volumétrie horaire, en fait, pour un encadrant, ça va être très aléatoire parce que tout va dépendre déjà de l'équipe qu'il va avoir à sa charge. On ne passera pas et on n'ira pas de manière peut-être aussi récurrente. On se donnera peut-être des temps de saisie si on a une équipe de 25 personnes par rapport à un suivi si on a une équipe de moins de 10 personnes. Au niveau des connexions, moi, j'ai quand même très peu d'encadrants qui se connectent tous les jours ou toutes les semaines. Mais par contre, 1 à 2 fois par mois sur des fins du suivi de compétences sur la matrice. Mais ça prend pas, une mise à jour de matrice ne va pas prendre plus de temps qu'une dizaine de minutes pour un encadrant qui a synthétisé certaines données. Après, pour la préparation d'un entretien, et là, je vais parler sous le contrôle de Xavier aussi, on a en moyenne, nous, au niveau des temps de préparation, on va avoir 1 heure de prépa pour 1 heure d'entretien, donc ce qui fait en fait 2 heures par collaborateur, si je donne une moyenne grossie, pour préparer et réaliser l'entretien. Voilà, donc à multiplier après par le nombre de personnes qu'on a en subordonné en fait. J'ajouterais aussi que l'outil, on n'a pas vu une des fonctionnalités, c'est l'outil qui permet la prise de notes. Des éléments un petit peu factuels, hein, si vous faites des entretiens, si vous faites de l'évaluation. Une des premières qualités que vous devez avoir, c'est être juste. Hein. La notion de justice est quelque chose d'extrêmement important. Et pour être juste, il faut être factuel. Donc, pour être factuel, il faut noter les éléments marquants, les choses qui passent régulièrement, tout ça. Donc, l'outil permet en effet facilement de dicter quelque chose. Voilà, vous avez un collaborateur qui a fait un bon travail, qui s'est bien passé, un ou plusieurs. Vous voulez vite vous en souvenir pour vous rappeler le jour de l'entretien que ça s'est bien passé. Voilà, donc là, c'est facile à noter et ça, c'est important à utiliser. Exactement. Du coup, cette fonctionnalité que vous voyez à l'écran, le bloc-notes, en fait, va remplacer souvent de ce qu'on entend avec les encadrants, voilà, un fichier Excel ou un carnet de notes ou des post-it sur les éléments qui se déroulent durant l'année, avec quand même la forte particularité aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, que eFormAdapt va devenir un canal presque de communication entre les différents interlocuteurs en lien avec le collaborateur, puisque je vais pouvoir mettre un contenu que je peux aussi dicter, voilà, la date, et je vais également pouvoir partager avec les autres acteurs de l'application. Les administrateurs RH, si c'est par exemple une remontée sur quelque chose en lien avec une thématique RH, avec les N+2, avec le référent accompagnement qui fait en fait, qui est en charge, qui a la responsabilité du suivi socio-pro. Voilà, donc je vais avoir la possibilité d'utiliser aussi le bloc-notes comme un canal de communication, ce qui est assez intéressant puisque voilà, on a un outil de centralisation factuelle, comme dit Xavier. Et l'autre particularité aussi, c'est que ce que vous voyez à l'écran là va aussi s'ouvrir et être consultable pendant la préparation de l'entretien. Ce qui permet d'avoir toujours ce côté
efficacité, un petit peu, voilà, je reviens, je me refais le film de l'année de manière factuelle du coup, et je peux m'appuyer sur ce bloc-notes pour voilà, préparer mon entretien et mettre les exemples en guise de commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Oui, il y en a encore beaucoup. Je ne sais pas si on arrivera à traiter, mais en tout cas, on va essayer d'avancer. Une sur le suivi professionnel, peut-il être réalisé par plusieurs personnes? Un salarié peut-il être supervisé par plusieurs référents? Donc, ça, tu peux peut-être parler des niveaux, des différents niveaux qui sont existants dans l'outil. Oui, alors, oula, un souci là, pardon. Ah oui, pardon, voilà. Donc, on va avoir dans l'outil des rôles qui vont nous donner des responsabilités. Le rôle administrateur RH, c'est plutôt à destination de l'équipe de direction RH, c'est-à-dire qu'on va avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités en consultation, en modification, en paramétrage et aussi aux données confidentielles issues des entretiens, c'est-à-dire au contenu des entretiens. On va avoir un autre rôle qui va être le rôle d'assistant RH qui nous donne c'est juste le stade en dessous. J'ai accès aussi aux éléments d'administration de l'outil, mais par contre, je n'ai pas accès aux éléments confidentiels issus des entretiens. Le manager et le référent accompagnement sont d'autres rôles différents. Le manager, c'est le chef d'équipe, la personne qui encadre de manière opérationnelle. J'ai accès aux données de mon équipe, matrice, préparation d'entretien. Je peux faire les demandes de formation au niveau de mon équipe et je n'ai pas accès à d'autres équipes. Et le référent accompagnement, c'est la personne qui est en charge spécifiquement du suivi socio-pro au sein de la structure. Je ne peux pas avoir plusieurs managers en charge. Si je suis manager, ça veut dire que je suis responsable de la conduite de l'entretien et de l'évaluation lors de l'entretien. Ça, je ne peux pas en avoir plusieurs puisque c'est un peu le même concept que dans une classe. J'ai plusieurs professeurs, mais j'ai un professeur principal. Et dans la logique du Formadapt, c'est possible. Je peux avoir plusieurs responsables terrain. C'est ce qu'on va appeler, nous, l'encadrant fonctionnel, vous voyez, mais je peux ajouter autant de responsables fonctionnels que je le souhaite. Voilà, donc les responsables fonctionnels vont être des personnes qui vont pouvoir faire remonter des informations bloc-notes qui vont aider du coup et qui voient le collaborateur sur le terrain, mais qui ne vont pas être le responsable hiérarchique à proprement parler. Mais je ne vais avoir qu'un seul responsable hiérarchique direct, c'est-à-dire c'est la personne qui va me valider l'entretien. Par contre, ce que je peux avoir, c'est que je peux avoir un responsable de l'entretien annuel d'évaluation et un deuxième responsable de l'entretien professionnel pour les structures qui veulent donner, par exemple, la responsabilité de l'entretien professionnel soit à la direction, soit à l'équipe RH. Je sais que ça, c'est des pratiques qui se font. Par contre, voilà. Mais on peut avoir plusieurs responsables fonctionnels pour un seul collaborateur. Ça, c'est possible. Et plusieurs CIP? On peut avoir plusieurs CIP, mais avec, pareil, cette logique de CIP référent. Voilà. Mais avec la possibilité de faire, on va avoir un CIP référent, mais la possibilité si le CIP n'est pas là et que c'est un deuxième CIP en binôme qui doit saisir, lui va avoir la possibilité, si on ouvre un paramétrage particulier, de faire remonter un petit peu, d'avoir la délégation d'accompagnement. Ça, c'est possible aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, pour répondre, je vois qu'il y a beaucoup de questions autour de la présentation PDF ou autre. On sera en mesure de transmettre les éléments à Sébastien d'une plaquette de présentation. Ça, c'est possible. Je vois qu'il y a eu plusieurs questions de cet ordre-là. J'ai mis aussi le lien sur la page du site internet de l'UNEA qui reprenait la démarche et où on avait pu intégrer aussi quelques vidéos de présentation Tout à fait. que vous aviez réalisées et donc qui sont derrière, consultables à tout moment. Il y a plusieurs questions qui reviennent aussi sur le coût. Si tu veux en parler, Xavier, sur la démarche.
Oui, alors au niveau de l'outil, on est ça c'est un mode SaaS et on est à 3 € par mois et par salarié. Euh, Voilà pour le coup. Après, il y a des formations, enfin, il y a toute une démarche de déploiement qui sont avec des formations, un parcours de formation, une formation de dirigeant, des formations pour les encadrants, du soutien à l'aide à la rédaction des fiches de fonction, hein. À la fin du déploiement, les structures ont leurs fiches de fonction opérationnelles. C'est un point très très important pour nous. C'est souvent une problématique, hein, quand il y a une structure qui est dans une démarche de GPEC, se retrouve en- en difficulté sur cette démarche-là. Ça vient souvent des fiches de fonction. Ça vient souvent des fiches de fonction qui sont trop complexes, qui ne sont pas adaptées à l'aspect terrain. Voilà. J'ai vu passer une question par rapport à quelle est la valeur ajoutée par rapport à un SIRH. Bah, écoutez, je pense que vous avez bien compris que cet outil est vraiment très très adapté pour le coup et répond à beaucoup de problématiques. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de SIRH sur lesquels vous pouvez sortir le CPOM ou faire du suivi socio-professionnel et vous n'avez pas peu de structures qui vont vous accompagner à la rédaction des fiches de fonction. Euh, voilà, ça fait partie des grands aspects. En général, sur la gestion de compétences pures, les SIRH ne sont jamais autant développés que l'outil qu'on vous présente là aujourd'hui, hein. On est sur des choses beaucoup plus light et souvent avec des confusions entre les activités, les compétences, les réglementations. On ne vous a pas parlé de la matrice de réglementation qui est gérée dans l'outil ou la matrice des savoir-être. Mais voilà, tous ces outils, toute cette façon-là existent. Euh, voilà. Peut-être, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Eva. Non, moi, ce que j'entends aussi la plupart du temps de l'accompagnement qu'on fait, c'est que, pour ne parler que de l'outil, c'est qu'il va avoir une vocation d'être un outil centralisateur et facilitateur. Au niveau des données que vous devez travailler et que vous devez faire interagir les unes avec les autres. Du coup, ben voilà, là, c'est fini d'utiliser pour la plupart un fichier Excel pour le suivi des formations, un autre fichier Excel pour le suivi des réglementations, un autre fichier Excel pour les personnes, voilà, pour le suivi des RQTH, des dates de renouvellement. Un autre pour le suivi socio-pro. Ça permet vraiment ce travail de centralisation, en plus de remontée automatique d'informations. Voilà, et pour rejoindre ce que disait Xavier, l'autre valeur ajoutée, c'est cette casquette du coup de mettre à disposition un outil et d'être le formateur à cet outil pour l'ensemble des acteurs concernés par cet outil dans les EA. Voilà. Donc ça, c'est le dernier point que je voulais soulever. On arrive au bout de la séquence. Donc, sur les autres questions et sur la mise en relation, si vous avez des questions, on vous mettra en relation avec les équipes de CoSavoir. Et vous avez aussi les relais des chargés de mission territoriaux de l'UNEA qui peuvent être là et qui peuvent faire la mise en relation derrière avec l'outil. Juste pour repréciser ce que disait Xavier, l'avantage c'est que de la démarche, c'est qu'elle a été développée, qu'elle a été conçue de manière collective en faisant participer plusieurs utilisateurs de l'outil et en essayant de faire coller et de faire évoluer l'outil en fonction de tout ce qui était demandé en plus aux entreprises adaptées. Donc la démarche et le rapport CEPOM qui a été développé il y a 1 an et demi maintenant permet aujourd'hui aux entreprises adaptées de pouvoir tracer, de pouvoir ressortir des éléments qui peuvent être directement exploitables et proposés au service des DRETS ou des DETS pour justifier de tout l'accompagnement qui est fait. Donc, en conclusion, je dirais que cette démarche dans la logique et dans ce que veut faire l'UNEA, c'est une démarche qui est à la fois complémentaire aux actions de formation que l'on peut faire de manière générale sur le management et sur la prise en compte de l'accompagnement socio-professionnel au sein des entreprises adaptées et qui permet de venir outiller cette démarche-là. Donc, nous sommes vraiment dans de la complémentarité de dispositifs
des démarches de formation qui viennent permettre aux entreprises adaptées d'avoir en interne ou en partager des compétences qui permettent de réaliser cet accompagnement socio-professionnel, et un outil qui permet simplement de tracer aussi derrière et de pouvoir justifier auprès des services de l'État de tout ce qui est fait dans le cadre de la mission qui est confiée aujourd'hui aux entreprises adaptées. Voilà ce que je peux vous dire. Merci de votre attention pour ce Zoom. On a été nombreux présents à cette séquence. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les pousser. On les relaiera à l'équipe de CoSavoir, et on essaiera de vous apporter tous les éléments de précision. Je souhaite à tous un grand merci à Xavier et à Eva. Je vous souhaite à tous un bon week-end, et j'espère aussi vous voir nombreux au colloque de l'UNEA qui a lieu le 24 mai prochain à Paris. Donc, si vous êtes présents, n'hésitez pas, on aura l'occasion de se rencontrer là-bas. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.